Ah bah ça va. Alors je dois, avant de présenter nos invités, nos vraies voix, remercier le chauffeur de taxi exceptionnel, Florian, grâce à qui je suis à l'heure à cette émission. Et je dois dire que les taxis sont des gens formidables. Voilà. Bon, salut, j'espère qu'il écoute Sud Radio. Eh ben il a dit, il écoute Sud Radio. Parfait, on l'embrasse alors. Voilà. Merci Florian, en tout cas grâce à vous, je suis là en temps et en heure. Voilà, autour de cette table, les amis, Eric Revel est avec nous, journaliste et écrivain. Bonsoir. Oui, monsieur bonsoir, Revel. toujours dans le taxi, j'arrive dans 2 minutes. J'ai pas eu Florian, mais je vais m'en sortir. Non, bonsoir. Alors, on vous attend, vous inquiétez pas. Sébastien Ménard est encore avec son casque il y a 2 secondes, oui. Éditorialiste et entrepreneur dans la foodtech, décidément. Casque de moto, faut préciser. Oui. Un casque de moto, exactement. Voilà. Et casque de quoi ça aurait été chantier. Non, parce qu'en fait, on m'a confisqué le casque. Enfin là, j'ai retrouvé mon complice Maxime qui m'a fourni en casque. Votre complice, voilà. Tout est dit. Ouais, c'est ça. Et on assume. Maintenant, on assume tout. Ah oui, dans les vraies voies, on assume tout. C'est pas possible. Max, il est en garde à vue, donc c'est pas possible. J'ai les mains liées. Et Rudy Mana est avec nous, porte-parole du syndicat Police Alliance. Bonsoir, Rudy. UNSA. Pardon. Ils m'ont mis ça, mais pardon, UNSA, je vous dis. Je m'en fous. C'est pas grave. Alors, moi, Cécile, je suis pas venu en taxi, je suis venu en métro et j'ai failli faire demi-tour parce que j'ai vu une sortie Parc des Princes. Ouais. Il paraît que c'est un stade de foot. Ouais. Et je vous cache pas qu'en tant que Marseillais, quand on voit un stade comme ça, on n'a pas envie de venir, quoi. Ouais. Ils ont battu Liverpool hier soir. Je regarde plus la télé le mercredi soir. La France est belle. Et l'avantage, c'est que Sud Radio est partout. On est partout et nulle part en même temps. Voilà. Donc il y a aussi le Vélodrome et aussi le PSG autour de nous. Et rassurez-vous, personne n'est parfait. Paraît-il. Si, moi. Ça démarre bien. Allez les amis, le sommaire de cette émission, le grand débat du jour à l'approche de la présidentielle de 2027. Marine Le Pen a récemment pris part à un dîner confidentiel entouré d'une quinzaine de dirigeants, dont Bernard Arnault. Dans le même temps, Jordan Bardella a officialisé sa relation avec Marie-Carolina de Bourbon de Sicile. Et on vous pose cette question, le RN tient-il l'accord pour 2027 ? Et bien sur le compte Instagram de Sud Radio, vous dites oui à 82%. Vous pensez qu'il tient la corde ou que rien n'est fait ? On attend vos appels au 0826 300 300. Moi, juste un petit indice, pour moi, la rencontre avec les patrons du CAC 40 est tout sauf fortuite ou innocente. Allez, est-ce que ça tient la corde pour 2027, monsieur Revel ? Écoutez, la présidentielle nous a toujours réservé tellement de surprises. Par le passé, vous vous souvenez, on a souvent parlé du mano à mano Chirac-Balladur ou d'autres. Bon, Bardella est largement en tête dans les sondages. Marine Le Pen connaîtra son sort le 7 juillet prochain. Après une élection présidentielle, il y a 2 tours. 3 mois, pardon. Il y a celui qui arrive en tête du premier tour, puis celui qui gagne au second tour. Exactement. Sébastien Ménard ? Depuis des mois, voire quasi une année, je vous promets ou prédis un 21 avril 2002 à l'envers. Et c'est ce que j'imagine. Voilà, et donc on est toujours face à un Bardella ou Le Pen face à une candidature alternative de gauche qui se qualifierait à la marge et qui au 2e tour l'emporterait. Eh bien voilà. Et puis la question du soir, l'eurodéputé. Non, mais il commande pas la politique. Je commande pas la politique, je peux juste te dire qu'il y en a un qui tient pas la cause chez les policiers, c'est LFI et Mélenchon. Ah oui. Pour le reste, nous, vous savez, tous les politiques qui aiment la police, on les aime bien. D'accord, ok, très bien. Ok, j'avais bien fait de vous faire parler. La question du soir, l'eurodéputé de la France Insoumise, Rima Hassan, a porté plainte après des fuites pendant son placement en garde à vue en début avril. Elle dénonce une violation des secrets de l'enquête et vise le porte-parole du ministère de la Justice. Et on vous pose cette question, faut-il supprimer le secret de l'instruction ? Eh bien, vous dites oui à 88% sur le compte Instagram de Sud Radio, où vous pouvez d'ores et déjà aller voter ou appeler au 0826 300 300. Alors moi, je crois que le secret de l'instruction, n'existe plus depuis longtemps. Alors oui, il faut le supprimer. En fait, le secret d'instruction, effectivement, on voit bien que toutes les affaires sortent dans tous les médias nationaux, locaux, etc. Tout le monde a des ramifications, que ce soit dans la police, que ce soit dans la justice, que ce soit chez les politiques. Donc c'est compliqué de savoir. C'est très compliqué de savoir d'où ça sort, ça c'est sûr. Eric Revel. Non, faut pas le supprimer, même si je suis pas du tout dupe. Mais ce que je note quand même, c'est que là, LFI a sorti l'étendard de la vertu en disant comment se fait-il que on ait tous eu de la garde à vue de Madame Rima Hassan, mais quand Le Monde, journal de gauche, sort des tombereaux d'informations sur des procès de gens de droite, la personne se demande si le secret de l'instruction est violé. Voilà, donc d'où mon avis.
Sébastien Ménard? Non, ça fait partie pour moi je ne sais pas d'ailleurs si c'est un droit constitutionnel ou pas, mais en tout cas ça doit protéger le justiciable de la pression, de la calomnie, de la vindicte publique, et ça doit permettre aussi aux magistrats normalement de travailler de manière sereine et calme. Voilà. Très bien. Et cette pression, il faut qu'elle redescende pour Imma Hassan comme pour les autres. Eh ben, vous savez ce qu'on va faire? On va faire une petite pause juste après notre ami Flavio que nous allons écouter à 17h50 parce que bon, là, il y a du lourd ce soir. Mais on a la police ici avec nous. Oui. Ah ouais, il y a du lourd. Écoutez. Oui, bonjour, je vous appelle pour l'annonce sur Le Bon Coin. Les chaussettes orphelines? Oui, justement, là, je vois sur Le Bon Coin, sur l'annonce, les 3 chaussettes, elles sont dans un état un peu sale. Elles sont vendues, c'est quoi, elles sont vendues comme ça ou c'est... Ah oui, plus c'est sale, mieux c'est. Il y a du monde qui en raffole. Voilà, donc on vend donc des chaussettes sales à l'unité. Vous avez pas un simulateur d'odeur? C'est un fétichiste. Donc, oui. Et par Les chaussettes, ça peut... Moi, ce que j'aime, c'est savoir. Vous n'aimez pas ça? Oui. Il y en a que 3 chaussettes? Oui, il n'y en a que 3. Et il a des annonces après. C'est 3 chaussettes orphelines. Oui, mais il y a d'autres choses. Il promet d'autres choses aussi. Ah bah oui, attendez, c'est le teasing. Vous saurez à 17h53. Allez, on fait une petite pause en attendant. Et puis on revient dans un instant. On est ensemble jusqu'à 19h. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Au 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table des vraies voix de 17h à 19h, Éric Revel est avec nous, journaliste et écrivain. C'est Mozart qu'on assassine. Voilà. Écrivain. Oui, Aux écrivain. éditions Ellipse. Ellipse. Voilà. D'ailleurs, je me lance sur un nouveau bouquin pour la présidentielle 2027. Pas intéressant. Voilà. Du tout. Ça, Mais c'est vous êtes fielleux. Non mais vous êtes critique, vous, ou c'est quoi votre métier, Sébastien Ménard, autre éditorialiste ou entrepreneur Les dans la tricheurs ou qui c'est qui macronistes, dit je suis nous ont planté depuis des années et ils la ramènent encore. Arrêtez, on a sauvé la France. D'ailleurs, on a sauvé la France et on a sauvé un certain nombre de maisons d'édition parce qu'on en a fait écouler de l'encre. Ouais, ça c'est sûr. Et abattre combien d'arbres? Rudy Mana est avec nous, porte-parole du syndicat UNSA, et vous au 0826 300 et on revenait sur l'approche de ces présidentielles 2027. Marine Le Pen a donc dîné avec certains grands dirigeants français, et puis vous avez vu la couverture du Paris Match avec Jordan Bardella et sa nouvelle compagne avec cette question du jour: est-ce que le Rassemblement national tient la corde pour 2027? Et sur Instagram, vous pouvez d'ores et déjà aller voter. Vous dites oui à 82%. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. 2027, ce sera Bardella Attal. Oula, mais cher monsieur, ce sera Marine Le Pen. Je pense qu'elle a ses chances pour la J'allais vous prochaine demander, est-ce que c'est présidentielle. possible désormais? Oui, je pense que c'est possible. Après 7 ans de pouvoir d'Emmanuel Macron, je ne crois pas que vous puissiez modifier ce qui apparaît être une marque de fabrique du macronisme. Bien évidemment que si elle soit par exemple un candidat d'extrême gauche, je voterai sans aucun problème Marine Le Pen. C'est évidemment le Rassemblement national qui a le programme le plus adéquat. C'est sûrement la raison pour laquelle nous sommes quand même plébiscités évidemment dans les sondages. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est avec ce numéro de téléphone 0826 300 que Philippe nous a appelé de hier. Bonsoir Philippe, bienvenue sur Sud Radio, on est ravis de vous accueillir. Bonsoir à toute l'équipe. Quel est votre avis? Est-ce que vous pensez que le Rassemblement national tient la corde pour 2027? Avec tout ce qui se passe là, il y a quand même pas mal d'indices. Ah, écoutez, on est quand même loin de la présidentielle. Les municipales viennent de se terminer. Et il peut se passer beaucoup de choses à la fois en France et à l'extérieur, on le voit bien. Hein. Imaginons que la guerre en Iran se prolonge, ça peut changer beaucoup de choses. Le Rassemblement national en 2027, je crois qu'il n'y a pas de doute sur le candidat qui sera là, Marine Le Pen ou Bardella, on ne sait pas encore. Toute la question, c'est de savoir quel sera le candidat qui sera en face. Si c'est M. Mélenchon, je pense qu'il y a un certain nombre de chances que ce soit le RN qui emporte la mise. Si c'est un candidat qui n'est pas M. Mélenchon, on va le qualifier de centre-droit, centre-gauche. Je vous fais le pari qu'on va encore avoir le mur républicain. Et malheureusement, même si le score sera peut-être plus serré contre M. Macron, le RN ne sera pas au pouvoir l'année prochaine. C'est ma conviction intime. Alors, Philippe David, pardon. Alors, moi je crois. Alors, comme le dit très justement Philippe, je pense qu'on a déjà le nom d'un finaliste. Ouais. Non, du parti d'un des finalistes, selon que ce sera Marine Le Pen ou Jordan Bardella.
Cependant, je suis pas si intimement persuadé que ce coup-là, le fameux barrage républicain, marchera à coup sûr, parce que lisez les sondages de l'IFOP, qui sont quand même de très bons sondeurs, et je dis pas ça parce qu'ils travaillent avec Sud Radio. Je pense que le barrage républicain, pour le moment, il y a qu'avec Édouard Philippe que ça marcherait. Donc, pas certain. Éric Revel. Oui, bon, je ne sais pas, mais ce que je trouve quand même particulier, si vous voulez, c'est la façon dont les sondeurs, je remets pas en cause la qualité des sondages, notamment de notre ami de l'IFOP, mais je note quand même qu'on essaie de nous positionner Édouard Philippe. Vous savez comment on nous avait positionné à un moment donné Emmanuel Macron. Oui. C'est-à-dire que les Français ont toujours l'impression... Édouard Balladur. Les Français ont toujours l'impression qu'ils ont le choix entre des candidats, mais en fait, on les présélectionne d'une certaine manière avant le premier tour. Et j'ai l'impression qu'Édouard Philippe, là, on est en train de nous le monter depuis qu'il a regagné la mairie du Havre, et qu'on nous explique que Édouard Philippe est le seul à pouvoir battre le RN. Donc oui, on nous installe Édouard Philippe comme le rempart au RN. Maintenant, vous avez bien fait, Philippe, de citer Édouard Balladur, puisque Édouard Balladur était battu par Jacques Chirac. Absolument. 15 jours ou 3 semaines avant le premier tour, les courbes se sont croisées. Oui, et, un peu plus, 2 mois avant. Et celui qui était le grand favori de l'establishment et des sondeurs a été battu par l'homme de la Corrèze. Sébastien. Mais en même temps, ça fait parler, ça fait vendre du papier. C'est votre obsession de vendre du papier. Vous êtes dans la food tech, est-ce que vous êtes dans la food de vendre du papier? Vous avez racheté une entreprise de papier vous êtes papetier maintenant? Ça donne l'occasion de vous faire parler. Imprimerie Ménard, tiens, je viens de découvrir ça. Ça existe, et on fait pas que ça. Voilà, imaginez bien. Non, il est certain que là où je suis d'accord avec Éric, c'est qu'il y a une espèce de construction. Alors moi, évidemment, elle me plaît, cette construction, vous l'imaginez bien. Un Édouard Philippe qui était quasi éliminé je dirais dans sa réélection au Havre, qui finalement est ressuscité dans sa cité havraise et qui se retrouve aujourd'hui être la Madone. Alors attention, non mais la Madone des sondages. Bon, bah tant mieux. Mais c'est vrai que est-ce que le potentiel politique et électoral d'Édouard Philippe est bien réel, ou est-ce qu'il est une construction politico-médiatique pour aujourd'hui quelque part relancer les pronostics? Parce que c'est vrai que honnêtement, le duo Le Pen-Bardella, Bardella-Le Pen avait tué le match au premier tour comme au deuxième tour, jusqu'à ces rebondissements de ces derniers jours. Rudy Menard. Oui, mais vous savez, c'est dans un an. Dans un an, il peut s'en passer énormément de choses. Oui. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai une particularité. Je suis un syndicaliste policier, mais je suis aussi sur la voie publique, et je travaille aussi sur la voie publique en tant que policier. La chose qu'il faut se dire, c'est que chaque fois qu'on croise quelqu'un, chaque fois qu'on croise des citoyens, ils nous disent on n'en peut plus de cette insécurité. Donc il y a un vrai sujet qui va être sur la table. C'est la sécurité. Parce qu'il faut reconnaître que sur ces 8 dernières années, ça n'a pas été réglé. Ça fait 20 ans qu'on entend ça. Ça fait même plus. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il soit dominant dans les propositions des candidats. Évidemment. Aujourd'hui, les gens qu'on croise, alors certes, je suis flic, et c'est vrai qu'ils ont tendance à me parler des policiers. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une dernière digue républicaine qui est composée des policiers, des gendarmes, des infirmières, des pompiers, des militaires. C'est la dernière digue républicaine. Et les gens, ils ont peur que cette digue républicaine, elle explose. Si elle explose, c'est le pays qui peut vaciller. Donc ils ont envie que cette digue, elle soit constituée, elle soit forte. Et les candidats qui vont dire, nous, on va rendre beaucoup plus fort la police, les gendarmes, les infirmiers, on va mettre une priorité sur eux, ils vont avoir un atout supplémentaire par rapport aux autres. Et c'est ça que nous, on a envie d'entendre. Parce que, alors moi en tant que flic, bien évidemment que j'ai envie d'entendre ça, mais c'est les gens qu'on croise à la rue, quoi. Il n'y a personne qui va vous dire, je suis content de vivre dans un pays où l'insécurité, elle est partout. Non, mais non, c'est pas possible. Ça se dit pas et ça s'écrit pas comme ça. Politiquement, aujourd'hui, vous avez un biais politique à la gauche de la gauche qui veut évidemment qui veut crée le chaos. Il veut semer le chaos. On est bien d'accord. Mais vous êtes d'accord aussi que depuis 7-8 ans, ces problèmes-là n'ont pas été résolus. Certes, mais arrêtez de dire 8 ans. Ça fait 20 ans que j'entends ça. Ouais. Moi, quand j'ai fait la campagne de Nicolas Sarkozy en 2006, c'était déjà l'insécurité. Donc l'insécurité évolue. Personne n'a été capable de résoudre ce problème-là. Et je crois que maintenant, les Français, ils ont envie que ce problème-là soit une priorité absolue. Alors, mais il y a une petite révolution quand même, Sébastien. Je vais vous dire une chose quand même. Je partage le point. D'ailleurs, Gérald Darmanin avait dit
qu'il n'y avait plus un endroit en France où on était en sécurité. Il avait fait une déclaration incroyable. Mais je vais vous dire, le problème, c'est que les thèmes qui sont les thèmes porteurs pour le RN, qui sont la sécurité, effectivement, et l'immigration, notamment illégale. Ça vous ces thèmes-là, je me demande, mais on n'en sait rien, mais je me demande si, dans la séquence qui est la nôtre aujourd'hui, Golfe, guerre dans le Golfe, guerre en Ukraine, si cette séquence-là se prolonge jusqu'en 2027, cette séquence risque d'étouffer les thèmes porteurs, pour beaucoup de Français, et les thèmes porteurs du Rassemblement national. Comme l'Ukraine il y a 4 ans. Exactement. Quand Macron s'est fait réélire sans faire campagne. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans ces cas-là, peut-être que Bardella apparaîtra comme le moins armé, si j'ose dire, face à des défis géopolitiques. Et ça risque, alors si cette séquence se prolonge, et ça risque d'avoir un impact fort. Des anciens premiers ministres, peut-être moins, parce qu'on se dira, tiens, il connaît. Des anciens présidents de la République, alors peut-être moins, parce qu'on se dira, Hollande, il n'a pas été bon à gauche, ils se diront, mais il connaît le job. Mais il est rassurant. Bon. Voilà. Vous voyez, c'est ça quand même. C'est ça quand même qui peut étouffer les thèmes dont les Français vous parlent dans la rue, et à raison, parce que l'insécurité en France, c'est partout. Alors, une chose, on ne gagne jamais une présidentielle, que ce soit en France, sur aux États-Unis, sur l'international. Les Français veulent qu'on leur parle de leurs problèmes. Ce qui s'est passé ça permet, pardonnez-moi Philippe David de vous couper la parole, ça permet quand même d'enjamber parfois des sujets extrêmement importants. C'est ce qu'a fait Macron pour sa réélection. Bien sûr. Il a balancé. Mais il n'y a pas eu de campagne. Le seul truc qu'il avait dit, c'est je ferai la réforme des retraites. Vous voyez, il l'a même pas faite. Pour le reste, il a dit je suis le père de la nation. Nous sommes en guerre. S'il l'a fait, il est revenu dessus après. Bravo. Pas dire qu'il l'a pas fait. Il l'a suspendu. Il l'a suspendu. Reconnaissez que dans ce domaine, il a dépassé les bornes. Pardon Maxime. de vous contredire quelques secondes, cher Philippe. Non. Mais en fait, vous savez, c'est un thème de journaliste, c'est la guerre en Iran, on l'entend tous, la guerre en Ukraine, c'est une chose. Mais quand vous payez le litre de gasoil à 2,60, quand vous allez faire le plein des courses, parce que c'est ça la vraie vie des Français aussi. Vous allez faire le plein des courses, vous le payez 80 balles il y a 5 ans, vous le payez 160 balles aujourd'hui, et que vous allez dans la rue et à partir de 18h, vous pouvez plus y aller parce que ça craint grave. Ben je vous dis la vérité, je pense qu'en 2027, les Français vont se souvenir de ça. Et moi, je vous dis la vérité, je fais pas de politique. Là-dessus, je n'en fais pas. Là, vous en faites là. Mais non, je n'en fais pas. Non, ça suffit. Faire de la politique, c'est justement dire que le problème en Iran va être une priorité pour les Français. Le problème principal pour les Français, c'est un peu ça. Mais vous avez raison, le pouvoir d'achat, c'est déterminant. Mais ce que je veux dire, c'est que on agite tellement le foulard de la peur et de l'angoisse internationale. Il a raison. Vous voyez que les Français se posent des questions. Attendez. Allez, bougez pas les amis, seul contre tous dans un instant. On est tellement en retard, je vous donnerai les sujets juste après. Allez, à tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Et en cette journée, nous sommes jeudi ? Oui, tout à fait, oui. Jeudi 9 avril. Prouvez-le. C'est qu'hier on était mercredi. Là, ça c'est une bonne preuve. Et demain ? Ça c'était demain vendredi. Dans les 3 cas, c'est ravioli. Oh là là, quelle culture incroyable. Eric Revel est avec nous, Sébastien Ménard, Rudy Mena. Qu'est-ce qu'il y a ? Pas de pub. Non, c'est pas de marque. Dites deux autres marques. Le sucru. Non, mais je plaisante. C'est pas facile. Dossi. Mais ça, c'est des fruits et légumes. Bientôt, il va vous dire Peugeot pour les raviolis, c'est cohérent. Oui, voilà. Il y a un Ménard qui regarde son téléphone pour le kiki l'a dit là. Non. De toute façon, il a pas de réseau, donc c'est pas un problème. Vous inquiétez pas pour moi. Tout de suite, seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seul contre tous. Et seul contre tous. Et on démarre avec qui on va démarrer ? Comme vous voulez. Avec vous, Philippe David, vous dites qu'il faut supprimer, écoutez bien, l'impôt sur le revenu. Oui, alors aujourd'hui commencent les déclarations en ligne de l'impôt sur le revenu. Alors déjà, j'aime pas trop les déclarations trop en ligne parce que je pense notamment à nos aînés qui n'ont pas toujours Internet et qui ne savent pas toujours s'en servir. Ça, c'est un vrai sujet. Et alors, je vais vous dire pourquoi je suis contre l'impôt sur le revenu. Je vais pas me faire que des amis, mais tant pis. Tout d'abord, il n'y a que 43% des foyers français qui le payent. Donc moi, je considère que si 57% des foyers ne le payent pas, il y a 43% de couillons.
dont j'ai la malchance ou la chance, comme on voudra, de faire partie. La deuxième chose, c'est que nous avons en plus un code des impôts avec des milliers d'articles qui prend des pages chaque année. Moi, j'ai quelques amis avocats fiscalistes qui m'ont dit, ce qu'il y a de bien avec le code des impôts, c'est que si tu te fais redresser sur une chose, que tu prends un bon fiscaliste, il trouvera toujours un article qui dit le contraire de celui pour lequel on veut te condamner. Donc il me dit au moins c'est réglé. Ensuite, donc les niches fiscales sont un gros problème parce que des gens qui gagnent beaucoup d'argent arrivent à déduire parce qu'ils ont de bons conseillers fiscaux, etc. Ça me pose question. La troisième chose, c'est démotivant parce qu'il y a les tranches. Je vais vous prendre un exemple. Vous êtes directeur commercial ou commercial. Vous avez une super prime parce que vous avez tiré un contrat énorme. Et là, vous sautez une tranche aux impôts. Et en fait, finalement, vous gagnez pas d'argent, vous en perdez. Et ça, je trouve que c'est totalement démotivant. Alors moi, je suis pour qu'on maintienne l'impôt sur le revenu, mais si 100% des gens le payent, non, si 100% des gens le payent, quitte à payer 20 € par an ou 50 € par an, parce qu'il y en avait comme Marc Blondel qui disait à l'époque même à 1 €, mais 1 €, ça coûte plus cher à percevoir qu'autre chose. Donc c'est pas la peine. Mais moi, alors comme c'est pas faisable, moi je dis je suis contre l'impôt sur le revenu, et surtout, rappelons, alors là, je vais vraiment pas me faire que des amis. La TVA, c'est un impôt sur le revenu, parce que si vous achetez une Ferrari neuve, vous payez beaucoup de TVA. Si vous achetez une Twingo d'occasion, vous payez pas de TVA. Donc, il faut en finir avec l'impôt sur le revenu. Et pour conclure, un mot très court, il a été créé quand ? À l'été 1914, parce qu'il fallait payer un effort de guerre qu'on voyait arriver. C'est bizarre. 28 juin 14, assassinat de François Ferdinand et de sa femme à Sarajevo. L'impôt sur le revenu est créé 15 jours plus tard, et la guerre démarre 15 jours plus tard encore. Voilà. Bon, dans tout ça. Alors d'abord, Philippe a eu une pensée pour nos aînés. Oui. Qui n'ont pas forcément le doigt agile sur le clavier pour déclarer en ligne leurs impôts. C'est vrai. Bon, d'abord, si ce sont nos aînés, mon cher Philippe, c'est qu'ils sont à la retraite. Et s'ils sont à la retraite, il y a un prélèvement à la source. Oui, mais il faut faire la déclaration quand même. Oui, d'accord, mais il y a un prélèvement à la source. Donc, si vous voulez, les impôts, ils les ont payés avant. Alors, où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que vous auriez pu affiner même votre chiffre. Il y a que 43% des foyers français qui payent l'impôt sur le revenu, mais quand vous regardez, 80% est payé par 5%. Exact. 80% de l'impôt sur le revenu en France est payé par 5%. C'est-à-dire que les 5% là, si on continue à les faire fuir à l'étranger, on pourra plus tondre personne. Alors où je suis d'accord avec vous, c'est que même de manière symbolique, puisqu'on veut appartenir à une société, on veut faire nation, je pense que oui, même s'il y a des problèmes de pouvoir d'achat, je pense que ça serait assez judicieux même de payer 5 €, 10 € par an d'impôt sur le revenu, même de manière très modeste. Mais c'est pas normal que pratiquement 60% des ménages français ne payent pas d'impôt sur le revenu et que 5% payent 80% de l'impôt sur le revenu dans ce pays. Puisque les gens sont pour l'égalité. Voilà une inégalité flagrante. Sébastien Ménard. Il y a le silence là, les macronistes. Non, mais c'est pas. Non, mais les macronistes. On n'est pas macroniste, on est citoyen, on est contribuable, on est chef d'entreprise. Oui. Non, pas vous. Si. Vous payez pas vos impôts? Écoutez, bon, vas-y, Sébastien. Voilà. Non, l'idée que vous poussez, mon cher Philippe David, elle est pas tenable. Elle est évidemment pas tenable. Je dis pas qu'il faut un peu plus de justesse et de justice au fiscal. Voilà. En même temps. Vous voyez, c'est pareil. Un petit peu, mais pas trop. Un petit peu, pas trop. Beaucoup passionnément à la folie. Vas-y. Et vous allez voir, c'est pas fini en 2027. Attention. Il me trouble en fait. Ce qu'il faut. Non, mais c'est. Ce qu'il faut. La vérité est toujours compliquée. Bon, allez, on avance, les amis. Vous ne pouvez pas quelque part ne pas collecter d'impôts. À un moment donné, il faut évidemment ces impôts. Moi, je augmente la TVA de 2 ou 3 points. Voilà, c'est très simple. Mais c'est l'impôt le plus injuste. Mais non, c'est le plus juste, tout le monde le paye. Mais quel que soit votre niveau de revenu, vous payez la même chose. Attendez, si vous achetez très cher, vous payez beaucoup. Si vous achetez pas cher, vous payez pas beaucoup. De la Ferrari et de la Clio, pardon. C'est un peu tiré par Philippe David grossit le trait. Ce que vous dites, Philippe David, et ça se tient intellectuellement. Ah oui, merci. Ce que je dis, c'est un peu comme le travail. On le dit, on le redit, on le redit. Il n'y a pas assez de gens qui bossent dans notre pays. Voilà, pour des tas de raisons. Il y a des gens qui n'ont pas accès à l'emploi. Il y a des gens qui ne veulent pas y aller, qui ne veulent pas aller dans l'emploi, qui ne veulent pas consentir à l'emploi. Donc il faut que tout le monde paye l'impôt. Je suis complètement d'accord avec vous, mais je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut supprimer l'impôt sur le revenu. Allez, Rudy Manard. Moi, par définition, l'impôt sur le revenu, c'est qu'on a des revenus. Donc en fait, payer l'impôt sur le revenu, si je sais à quoi sert
l'argent de ces impôts, ça me dérange pas. Si moi vous me dites, vous allez embaucher plus de policiers, plus d'infirmières, plus de pompiers, etc. Moi, ça me gêne pas de payer l'impôt sur le revenu puisque j'ai des revenus. Mais aujourd'hui, ce qui me gêne aujourd'hui, vos impôts payent votre salaire. Enfin, je suis pas là pour vous provoquer. Je suis très heureux. Évidemment. C'est pour ça que vous m'avez pas entendu. C'est pour ça que je vous dis que ça me gêne pas de payer l'impôt sur le revenu puisque j'ai des revenus et ça me paraît tout à fait logique. La seule chose qui me gêne, c'est de payer des impôts sur le revenu et de pas savoir à quoi sert cet argent. Parce que si vous savez à quoi sert à 100% de cet argent, ben vous êtes plus fort que nous et là j'aimerais que vous me l'expliquiez. Mais on ne sait pas véritablement. En fait, il y a des injustices. La loi de finances. Il y a des injustices. Ben vous allez nous le dire tout à l'heure. C'est macroniste. Quelle arrogance. Monsieur le policier, nul n'est censé ignorer la loi. Donc vous n'êtes pas censé l'ignorer. Je vous provoque. Moi, si vous me dites que cet argent il sert à embaucher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, davantage de policiers, davantage d'infirmières, ben moi je suis hyper content de le payer puisque j'ai des revenus et je participe à l'effort national. Effectivement, il peut paraître injuste parfois, mais au moins, ça veut dire qu'on participe à l'effort national. Allez, ce sera le mot de la fin puisque c'est le tour d'Éric Revel qui écoutez bien. Macron a fait le bon choix de ne pas engager la France. Ça fait plaisir d'entendre ça. Bah oui. Ben oui, sachant moi qui ai consacré un livre entier au fiasco, j'aurais pu publier un second tome, mais pas de 260 pages, celui-ci de 3 pages, vous voyez, plus réduit, sur une idée que Macron a portée, à mon avis, et il a bien fait. Quand on voit le vide stratégique dans lequel s'est embarqué Donald Trump en Iran, quand on voit ce cessez-le-feu dont on ne sait pas combien de temps il va tenir, d'ailleurs il tient quasiment plus puisque les Israéliens continuent de bombarder le sud-Liban à la chasse au Hezbollah et que l'Iran continue de taper avec des missiles sur les monarchies pétrolières, eh bien je me dis que alors certains peuvent considérer que c'est une preuve de lâcheté, de trouille, mais je pense qu'il a bien fait. Il a envoyé une armada avec le porte-avions, vous vous en souvenez, les 8 frégates françaises et quelques frégates européennes. Mais rentrer dans le détroit d'Ormuz, ça aurait été, à mon avis, suicidaire pour une partie de notre marine. Donc je pense que le président de la République a eu raison, même si Trump le vilipende, même si Trump menace de faire exploser l'OTAN, je pense qu'il a eu raison de ne pas nous embarquer dans cette guerre. Est-ce que je suis le seul contre tous ? Non, moi je suis complètement d'accord avec vous. Et soutenons aussi la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle de ces 48 dernières heures, c'est-à-dire la libération de 2 otages qui étaient quand même embastillés depuis 3 ans. Ouais, ils étaient à l'ambassade de France. Non, mais enfin quand même. Pas depuis 3 ans, depuis un an. Un peu, non, mais ils étaient à l'ambassade depuis un an. Oui, c'est ça. Mais donc voilà, pour un voyage touristique en Iran, le prix à payer était... c'est un pays à éviter pour le tourisme. Je crois qu'on l'a déjà dit, et on peut donner d'autres adresses. Mais voilà, mais je pense que Macron a été bien inspiré pour des tas de raisons. Évidemment, des raisons géopolitiques et de politique intérieure aussi. Parce qu'on sait que la culture politique, l'ADN politique en la matière est plutôt chiracien que, j'ai envie de dire, hollandiste. Voilà, c'est une vision pro-arabe, très clairement, soutenue par Emmanuel Macron, et la volonté de ne pas intervenir et de garder une forme de neutralité, à la fois, pour le coup, ont servi les intérêts de la France, les intérêts géostratégiques, les intérêts stratégiques, et puis les intérêts de politique intérieure. Rudy Mana. Oui, moi je suis plutôt d'accord aussi, mais moi je pense aussi au territoire national. Les risques terroristes que ça leur aurait engendré aurait été multiplié par 10. Déjà aujourd'hui. Déjà le niveau est haut, c'est ça. Déjà que le niveau. Et alors ils inventent toujours des couleurs, des trucs rouge écarlate, rouge méga écarlate. Bon là ça aurait été rouge qui pète tout l'écarlate. En fait, ça aurait été noir écarlate presque. Donc là en fait l'inquiétude que j'ai, c'est que déjà les renseignements, franchement il faut tirer notre chapeau aux renseignements territoriaux, à la DGSI qui font un travail remarquable pour informer tout ça. Mais il y a déjà des risques terroristes importants. Imaginez si on était rentré avec force dans ce conflit. Honnêtement, je pense que les répercussions auraient été extrêmement graves pour la France. Ça ne veut pas dire qu'on les aura pas, Rudy. Ça ne veut pas dire qu'on les aura pas, tout à fait. Certains considèrent que c'est un déshonneur de ne pas être intervenu pour éviter les actes terroristes. On aura sans doute, comme disait Churchill, le déshonneur et les actes terroristes. C'est aussi un point de vue de certains. Mais ce que je veux dire, Philippe, c'est qu'on est extrêmement vigilant. Eric, arrêtez de m'appeler Philippe. Mon deuxième prénom, c'est Bernard. Parce que je suis alors je vous appelle Bernard. Eric, pardon. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le risque, il existe déjà.
il existe vraiment et il est extrêmement important en France et on a été fortement frappé par le terrorisme en France. Donc aujourd'hui, rajouter encore une difficulté supplémentaire au travail des policiers qui travaillent d'arrache-pied là-dessus, franchement, ça aurait été encore plus compliqué. C'est dans ce sens, moi, que je vous dis les choses. Donc je pense que c'est plutôt une bonne idée de ne pas être entré. C'est pas forcément un déshonneur. Non, je suis d'accord. Franchement, c'est quoi le déshonneur ? Le déshonneur parce qu'on n'envoie pas des bombes sur des pays ? Non, c'est pas un déshonneur de ne pas faire ça. Permettez-moi d'être dissonant, mais il est 17h41 et dans cette émission, j'ai déjà entendu beaucoup de choses. L'allégorie de Sébastien Ménard comparant Édouard Philippe à la Madone, ça c'était quand même très fort. Madone des sondages. Absolument. Et la conversion au macronisme d'Éric Revel. Alors celle-là, je m'y attendais pas. Vous y allez fort. Non, alors je sais pas. Je suis un journaliste objectif. Excusez-moi, c'est peut-être l'effet Sébastien Ménard que vous côtoyez à peu près 1m30 de différence. Mais en politique étrangère, comme dans le reste d'ailleurs, on sort de l'ambiguïté qui a ses dépens. Oui. Moi, je crois que, nonobstant tous les défauts de Trump, ses outrances, ses propos, notamment sur Abdallah, les propos outranciers, même grossiers qu'il peut tenir, entre les États-Unis et Israël d'un côté, qui sont deux démocraties, et l'Iran des mollahs de l'autre côté, je ne mets pas mon popotin entre deux chaises, je choisis le camp des démocraties et de nos amis, qui sont les États-Unis et Israël. Mais c'est pas le sujet, donc, Philippe. Mais comme l'a dit justement il fallait aussi engager des troupes en Ukraine dans ces cas-là. Vladimir Poutine, c'est pas non plus un je vous avoue une chose, il y a une grosse différence, c'est que Vladimir Poutine n'a pas fait couler le sang des Français, les mollahs iraniens, ils l'ont fait pour nos parachutistes à Beyrouth, ils l'ont fait pour les attentats à Paris, c'est quand même une différence fondamentale. Bien sûr, mais sur le principe, vous engagiez quoi, le Charles de Gaulle à rentrer dans les trois d'Ormuz. Vous pouviez envoyer le Charles de Gaulle plutôt comme Méditerranée. Non, les troupes au sol, c'est une folie pour le moment. Moi, à mon avis, ça va se faire. Donc pour vous, mais là, les Américains iront tout seuls. Je pense que ça va se faire. Pour vous, l'intervention israélo-américaine était finalement pour les Français un prétexte de se venger c'était ça votre approche ? Non, c'est pas mon approche. Mon approche est que quand on a des alliés qui font la guerre à un pays qui a fait couler le sang de nos ressortissants, on a un devoir moral, c'est d'être à leur côté. Oui, mais d'accord, mais 30 ans après, 40 ans après. Ah, bien sûr. D'accord. Never forgive, never forget. Ne jamais oublier, ne jamais pardonner, comme les Américains. Et en parlant de guerre, dans un instant, de façon beaucoup plus légère, et pourtant, ça peut être très grave, l'invasion de nos frelons asiatiques et moustiques tigres qui nous pourrissent la vie. On va en parler dans un instant dans l'Info en Plus. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Et autour de cette table de 17h à 19h, Éric Revel est avec nous, Sébastien Ménard, Rudy Mana, le porte-parole de UNSA, pardon. De Ali. En fait, on rigole avec Philippe David parce qu'il a dit une connerie tout à l'heure. Et qu'on n'a pas du tout relevé. J'ai dû penser à Tintin au pays de l'or noir, au lieu de dire Mohamed Ben Salman, j'ai dit Abdallah. Et Jean-Marie Portrier lui m'a dit pourquoi t'as parlé d'Abdallah. Donc je voulais bien évidemment te parler de Mohamed Ben Salman et pas d'Abdallah. Ma langue a fourché. Voilà. Mais c'est parce qu'il m'avait énervé. Bien sûr, c'est toujours la faute des autres. Non mais vous avez raison, c'est comme ça que ça fonctionne. Allez tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et la guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu ? C'est la grande question, puisqu'on va vous parler de frelons asiatiques, de moustiques tigres, des rats, des punaises de lit, des tiques, enfin tout ça, bref. Romain Lasseur est avec nous, bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes docteur en toxicologie animale et expert européen en faune invasive et co-auteur de ce livre « La guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu ?» aux éditions du Rocher. Donc effectivement, ce qui nous fait le plus peur aujourd'hui, c'est le retour en masse des frelons asiatiques et des moustiques tigres aussi. Bah oui, en fait, la saison est bel et bien lancée puisque en fait les premiers nids primaires de frelons asiatiques sont en pleine formation. Les premiers moustiques tigres ont attaqué leurs piqûres dans le sud, donc ça y est, la saison est lancée. Et pour Santé publique France, la saison moustique commence le 1er mai, donc on va commencer à enregistrer éventuellement le nombre de cas de maladies déclenchés chez nos compatriotes. Quel type de maladie aujourd'hui quand on se fait piquer ? Alors quand on se fait piquer par un moustique classique, en France, on risquait pas grand-chose jusque-là, mais depuis 2004, le moustique tigre a fait son apparition en France. Et on voit la multiplication du nombre de cas de dengue, de chikungunya, pas encore beaucoup de Zika, mais c'est des maladies qui peuvent apparaître assez rapidement.
Allez-y, Philippe. Il y a un gros problème avec le frelon asiatique, c'est la destruction des abeilles notamment et donc des ruches. Oui. Est-ce qu'on trouve enfin des solutions pour, nous dire, se débarrasser des frelons asiatiques? L'éradication. Ça éradique nos abeilles. C'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. Oui. Alors vous avez tout à fait raison, c'est une abeille sur 3 qui risque de mourir à cause du frelon asiatique en France désormais. C'est plusieurs millions de nids qui sont plus ou moins bien détruits chaque année. La totalité qui est couverte aujourd'hui par le frelon asiatique, qui arrive en 2004, je le rappelle, en France. Oui. Donc oui, un vrai risque pour les abeilles, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils se démultiplient aujourd'hui? Quelles sont les régions les plus touchées? Est-ce que c'est plutôt les villes, les campagnes? On en est où aujourd'hui? Alors, en 2004, il est arrivé par le Lot-et-Garonne, donc il a forcément une progression en Occitanie vers le nord et vers l'est. Donc forcément, ces régions sont très riches en frelons asiatiques aujourd'hui, mais tout le territoire est touché. Le frelon asiatique est désormais officiellement présent sur tout le territoire métropolitain. Avant de passer la parole à Sébastien Ménard, il paraît qu'il ne faut pas les écraser. Alors, déjà, ça peut comporter un risque. Surtout je m'adresse à ceux qui nous écoutent, si vous observez une petite boule en formation avec un frelon dessus, n'allez pas essayer de le décrocher vous-même, il faut le faire par des professionnels, c'est risqué. Je rappelle que 3% des gens en France sont allergiques aux piqûres de ces frelons. Voilà, des hyménoptères, tout à fait, et qui pour la plupart d'entre eux s'ignorent. Donc ça veut dire qu'à la première piqûre, eh bien on va gonfler avec un risque qui peut être mortel. Sébastien Ménard. Alors comme personne ne le sait, moi j'ai une petite ferme au Pays Basque et on a des ruches et on est infesté de frelons asiatiques. Donc nous on essaye de les piéger. Donc on a tout essayé, les pièges électroniques, les pièges mécaniques, les bouteilles découpées. On a tout essayé. La réalité c'est que rien ne marche complètement, mais tout marche un petit peu. Et ça a un effet, le fait de kidnapper et de tuer le frelon asiatique, en tout cas effectivement nous permet. Alors moi j'ai des statistiques un petit peu plus enthousiastes, c'est-à-dire qu'on arrive à sauver 2 ruches sur 3. Mais si on ne fait rien, c'est pas une ruche sur 3 qui résiste, une ruche d'abeilles, c'est toutes les ruches qui disparaissent. Ce sont de vraies saloperies. Oui, vous avez complètement raison. En fait, on parle aussi. Alors, ce qui est assez silencieux, c'est les abeilles sauvages et tous les pollinisateurs autres que les abeilles, qui eux se font prédater en silence par ce frelon asiatique puisqu'il est assez opportuniste. Il y a des solutions. Effectivement, la première étape, c'est de piéger les frelons moment quand elles sortent et qu'elles constituent leur premier nid. Et où là, on a des communes qui distribuent des pièges aux citoyens pour qu'ils puissent piéger les femelles fondatrices avant qu'elles constituent leur premier nid et produisent les premières ouvrières. Et puis ensuite, il y a la destruction des grands nids, des gros nids qui peuvent contenir entre 10 et 13 000 individus. Et là, c'est des professionnels qui le font. Et pour répondre à la question qui m'a été posée tout à l'heure, oui, il y a des projets de recherche. Nous-mêmes, on est impliqués dans des projets de recherche pour essayer très tôt de détecter les nids avant que ces nids produisent les mâles et les femelles pour la saison suivante. En tout cas, les femelles pour la saison suivante. Donc, ça fait malheureusement 20 ans qu'il est installé, 20 ans qu'il est en progression. Notre pays est entièrement colonisé par cette espèce. Donc oui, aujourd'hui, il y a des projets de recherche, mais qui effectivement ne vont pas assez vite vis-à-vis de la colonisation de l'insecte. Merci en tout cas Romain Lasseur d'avoir accepté notre invitation, docteur en toxicologie animale et expert européen en faune invasive. Et vous êtes co-auteur de La guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu aux éditions du Rocher. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et tout de suite, c'est notre Flavio. Toujours disponible ? Arnaque, fausses annonces, pièges en ligne. Je rappelle si jamais ça m'intéresse alors. Le bon Flavio se moque des escrocs sur Sud Radio. J'ai pas de temps à perdre, ce enculé. Comme ça, c'est réglé. Bonsoir Flavio, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien et vous ? Ça va. Aujourd'hui, on s'adresse à des gens qui ont des occupations un peu particulières. Ouais, des plaisirs particuliers, on va dire. Tout simplement des chaussettes usagées à vendre, avec la possibilité d'y rajouter ce qu'on pense dessus, du moins comme odeur ou autre. Donc bon. Voilà. Le but est de les sniffer, si j'ai bien compris. Un peu, c'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. On écoute la personne qui a l'air déterminée à vous les vendre. Oui, bonjour, je vous appelle pour l'annonce sur Le Bon Coin. Les chaussettes orphelines ? Oui, c'est ça, à 15 €, ouais. Vous êtes intéressé ? Oui, je vois sur Le Bon Coin, sur l'annonce, les 3 chaussettes, elles sont dans un état un peu
peu sales. Elles sont vendues, c'est quoi, elles sont vendues comme ça ou c'est... Ah oui. Plus c'est sale, mieux c'est. Il y a du monde qui en raffole. Comment ça, plus c'est sale, mieux c'est. Mais ils sont lavés, les chaussettes avant, elles sont lavées ou c'est... Ou l'odeur? Pas du tout. Elles sont sales, là. Comme sur la photo. Ok, elles n'ont pas été lavées par rapport à l'odeur et tout, quoi, au-delà de la couleur. Non, c'est une nouvelle tendance. Non, c'est une nouvelle tendance. Là, il y a les chaussettes. Je vais pas tarder à mettre des caleçons également, si jamais vous êtes intéressé. Des caleçons sales? Oui. Enfin, sales. Ça dépend pour qui. Je vais passer mon tour, je pense. Hein. C'était juste pour me renseigner. Vous êtes sûr? Ouais. Vous pouvez venir voir, hein, je peux vous montrer les modèles. Voilà. Alors, Eric, ça vous intéresse? Une main derrière. Ça vous intéresse, Eric Revel? Pas du tout. Non, d'accord. Ça intéresse quelqu'un ici, non? J'avais entendu parler de sous-vêtements souillés, notamment au Japon. Je crois qu'il y a un commerce. Absolument. Mais alors le coup des chaussettes, j'avoue que. La preuve qu'avec des chaussettes, certains prennent leurs pieds. Hein. Ah là. Bien. En tout cas, je trouve que Sébastien Ménard a l'air très inspiré. Non, mais il y en a marre avec son casque. En fait, je ne sais même pas de quoi on parle. c'est ça. On parle de chaussettes solitaires. C'est étonnant parce que je trouve le monsieur là, il a la même voix que vous. Ouais. C'est pas. C'est vous qui vendez ça à 15 balles. Et combien ça coûtait d'ailleurs les 15 euros. 15 euros. La chaussette. Non. 15 euros la chaussette? Ou les 3 Flavio orphelines. Non, c'est 15 euros les 3 chaussettes. Oh, c'est pas cher. Bah ça va, c'est donné. Ça va. Flavio. Moi, je vous préviens, je viens avec mon linge sale demain. Alors vous et je fais tout à 500 euros. Allez, merci. Oh, c'est terrible. Allez, merci Flavio. On vous fait un bisou et puis on se retrouve, comme on dit, lundi. Mais à lundi alors. Vivement lundi. Allez, vivement Salut, lundi. Flavio. Passez un bon week-end. Allez, bisous. Et dans un instant, le journal, la météo et le coup de gueule de Philippe David. Quand on a eu affaire au système judiciaire iranien et qu'on est libéré, attention, parce qu'on retrouve l'administration française. Et là, c'est une autre histoire. Et c'est pire que l'Iran. Voilà. Allez, à tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Nettement baissé, par exemple, du côté du bassin parisien, on pourrait demain ne plus dépasser les 17 à 18 degrés, alors qu'aujourd'hui, il a fait jusqu'à 26 degrés. Sur cette moitié nord, les nuages seront nombreux le matin, ils se partageront un petit peu l'après-midi. Il restera encore quelques ondées sur le nord-est, mais globalement, on repart au sec demain après-midi, mais ce n'est pas terminé. Sur la moitié sud, demain, nous profiterons d'un temps encore assez estival, toujours avec des températures qui, par exemple, entre Perpignan et Montpellier, pourraient atteindre les 28 à 29 degrés. Mais là aussi, cela va changer, car le vent va déjà commencer à se renforcer. Et samedi, c'est une grosse perturbation qui va traverser tout le pays. Elle va nous donner un temps plutôt lourd, orageux et pluvieux. Et à l'arrière, dimanche, nous aurons un air nettement plus frais, même si c'est un petit peu plus calme. Merci beaucoup, Rémi André. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix, jusqu'à 19h aujourd'hui avec Philippe David, bien entendu, Rudy Mana, porte-parole de l'UNSA. Qu'est-ce qu'il a dit? Santé. Non, c'est une private joke. Sébastien Ménard est avec nous et Eric Revel. C'est moi. Non, pour tout vous dire, nous vous regardions effectivement suite à cette vidéo de Flavio qui vendait des chaussettes sales pour solitaires, des chaussettes solitaires, ça s'appelle. Pour que certaines personnes puissent les renifler et on trouvait ça assez dingue. Donc nous sommes allés voir plus si affinité. Plus loin les petites pratiques de certaines personnes et je dois dire que c'est bizarre. Moi, je veux dire que certaines cartes de crédit ont chauffé dans le studio. Je dirais pas lesquelles. Non, vous savez que c'est gratuit. Vous déposez un gobelet là où il y a des toilettes et puis C'est terrible. C'est terrible. Voilà, tout ça pour dire chacun fait ce qu'il veut et il y en a un qui fait ce qu'il veut, c'est bien Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un grand village, puisqu'il s'agit de Lyon, 3e ville de France. Pourquoi Lyon? Parce que le témoignage d'un ex-otage retenu en Iran, Benjamin Brière, publié hier sur le journal du net et repris par Le Progrès, m'a ramené au meilleur passage des livres de Kafka ou d'Alfred Jarry qui, bien longtemps après leur mort, sont encore et toujours d'actualité en France. Ainsi, Benjamin Brière, qui faisait un road trip à travers l'Asie, est arrêté en mai 2020 en Iran
pour avoir pris des photos d'une zone interdite et, surtout à mon avis, critiqué sur son blog le port obligatoire du voile islamique. Une arrestation qui se solde par une condamnation pour espionnage à 8 ans de prison, augmentée de 8 mois supplémentaires pour avoir entamé une grève de la faim. Après 1079 jours derrière les barreaux, il rentre en France et, après avoir eu affaire au système judiciaire iranien, le voilà confronté à l'administration française. Problème car entre-temps, il a disparu de tous les fichiers, que ce soit la Sécurité sociale ou France Travail. Voulant recommencer à déclarer ses impôts, il vit cet échange surréaliste. Je cite. On m'a demandé pourquoi je n'avais rien déclaré depuis 4 ans. J'ai expliqué que j'étais en prison, que je n'avais pas pu le faire. Ce à quoi l'agent des impôts me dit que même en prison, on fait sa déclaration. Oui, enfin moi, j'étais dans une prison iranienne. Dans ce cas, votre famille aurait pu le faire. Fin de citation. Problème, la première année de... Citation à nouveau. La première année de détention, je n'ai pas pu dire un mot à ma famille. Et la deuxième année, j'avais un quart d'heure de téléphone toutes les 4 à 6 semaines. Autant dire que les impôts, c'était loin d'être ma priorité. Fin de citation. C'est clair que quand on risque de finir au bout d'une corde, les impôts doivent être un souci aussi lointain que la France l'aide l'Iran. Mais ce n'est pas tout, car il n'a pas droit à ses indemnités chômage, France Travail argumentant qu'il a mis trop de temps pour les réclamer. Il fait appel au médiateur régional, qui rejette sa demande, puis au médiateur national, qui rejette sa demande également. Mais coup de chance, puisqu'un de ses amis connaît le député Éric Botorel, qui appelle directement le ministre du Travail de l'époque, avec une réaction rapide de la directrice de France Travail Lyon, qui l'appelle le lendemain lui annonçant que ses droits ont été réactivés. Ce coup de gueule pour dire qu'on espère que Cécile Collère et Jacques Paris ne vont pas vivre la même mésaventure, la morale de l'histoire étant qu'en France, face à l'administration, il vaut mieux avoir un piston. Excellent, Philippe. Surtout. C'est hallucinant, non? Ouais. Oui, je me disais, les 2 derniers otages français qui sont rentrés hier, on leur a demandé leur passeport ou pas? Bonne question. Il l'avait peut-être pas sur eux. Non, mais quand vous lisez l'histoire, c'est un peu plus long. J'ai pas voulu être trop long. C'est surréaliste. Enfin, votre coup de gueule, Philippe David, il est frappé, on va dire, au coin du bon sens. Néanmoins, ce que j'étais sûr. La Macronie. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que, nonobstant l'intervention d'Éric Botorel, il y a quand même des gens qui ont dit bravo. Non, mais il y a quand même des gens qui, quelque part, restent à l'écoute sur des sujets. En fait, il ne faut pas hésiter, quand on est un contribuable comme un autre, avec ou sans piston, il ne faut pas hésiter, même si ça peut paraître compliqué, difficile, parce qu'on se croit tenu à distance, mais vous avez quand même, au sein des directions des finances publiques, vous n'avez pas que des gens obtus, vous avez aussi des gens susceptibles de vous recevoir, de vous écouter et de bien vous traiter. Ah mais lui, il les a cumulés entre les impôts et Pôle emploi, France Travail et les médiateurs. Je ne doute pas de ce que vous racontez et de l'histoire de ce monsieur, et absolument pas. Je dis simplement qu'il y a aussi des agents publics, même au sein des directions générales des finances publiques, des gens qui, dans votre ville ou dans votre circonscription, etc., qui peuvent vous recevoir. Les rendez-vous, on les a pas immédiatement comme ça, mais à 15 jours, ils vous reçoivent. Vous pouvez expliquer, je le dis à titre personnel, vous expliquez votre situation en long, en large, en travers, et très clairement, la plupart du temps, les gens vous écoutent. Il n'y a pas de passe-droit, on va pas changer la loi pour vous, etc. Mais là, très clairement, quand il y a des espèces de zones grises qui en deviennent ridicules, parce que là, on est dans le ridicule. Ah oui, on est Kafka ou Jarry. Kafkaïen, voilà, c'est ça. On arrive quand même encore en France à trouver des solutions. Voilà. La conclusion qu'on peut tirer, c'est que les impôts ne vous lâchent jamais. Oui. Ça, c'est une certitude absolue. La deuxième... C'est la police qui le dit. La deuxième, c'est qu'on parlait tout à l'heure des impôts sur le revenu. L'impôt sur le revenu, ça peut servir à embaucher davantage d'agents au trésor public pour qu'ils reçoivent davantage encore de... Alors là, je ne vais pas me faire que des copains après les avoir défendus. Il y en a quand même beaucoup. À Bercy, il y en a beaucoup. Mais sur le terrain, il y en a moins que à Bercy. On est d'accord, évidemment. Oui, allez. Non, c'est tout. Mais il vous est arrivé une histoire kafkaïenne avec les impôts, l'URSSAF, qui vous voulez. On va en parler dans Les Vraies Voix font parler la France à partir de 19h. Vous pouvez appeler pour venir témoigner au 0826 300 300. Là, je pense que vous êtes en direct jusqu'à l'année prochaine. Moi, je vais rester jusqu'à minuit. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a commandé des chaussettes sales et qui les a jamais reçues. Il est là. Il est à ma gauche. Vous restez avec nous dans un instant. Nous allons nommer un ministre, et c'est le ministre de l'économie et des Finances qui sera avec nous dans quelques instants, et puis ce sera le qui c'est qui l'a dit. 17h-20h, les Vraies Voix Sud Radio. Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et avec Sébastien Ménard, Éric Revel, Rudy Mana, porte-parole de police UNSA, et puis Philippe David, et puis vous au 0826 300 par exemple. Hein, ça va Rudy ? Très bien. Vous êtes bien chez nous ? Parfait. Ah bah c'est parfait. Toujours très bien reçu. Écoutez, très bien. Ça va changer. On est bien traité. Allez, soyez les bienvenus. Et si on nommait un ministre ? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Didier est avec nous de Berne-sur-Oise. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Madame Cécile. Madame la préfète. On va dire ça comme ça. On a envie de vous entendre sur. Vous êtes ministre de l'économie et des finances. Nous avons un spécialiste à notre droite, Éric Revel. Quelles sont vos propositions ? La première proposition est la plus simple, c'est de baisser les charges patronales et les charges salariales. Mm-hmm. Si on baisse ça de 10%, on va tout simplement recréer de la richesse, et puis les entreprises vont regrimper, il n'y aura pas de souci, on va remettre de la productivité, du pouvoir d'achat. D'accord. Éric Revel, jusqu'ici on est d'accord ? Oui, sauf que si on baisse, oui, évidemment que baisser les charges, c'est redonner du pouvoir d'achat, ça fait longtemps que beaucoup en parlent. Mais il y a toujours un petit problème quand même à la sortie, c'est que ça fait des recettes en moins. Et comme c'est pas garanti, ils le font pas. Oui. Et voilà. Et c'est tout le sujet. Alors après, où vous avez peut-être raison, Monsieur le Ministre, c'est que si vous baissez le pouvoir d'achat, si vous augmentez le pouvoir d'achat, vous pouvez développer, par exemple, la consommation de biens durables ou la consommation alimentaire sur laquelle l'État prélève de la TVA. Bon. Et ça fait des recettes supplémentaires. Oui. On est bien d'accord. Oui. Alors moi, je suis d'accord avec Monsieur le Ministre, mais en allant un peu plus loin, soit dit en passant. Moi, je suis pour une baisse des charges patronales et salariales, mais globale, y compris sur les hauts salaires. C'est pas comme ça que je vais pas me faire des amis. Allez-y, développez, ça m'intéresse. Et en supprimant, parce que c'est une niche à SMIC, la remise Fillon. Parce que vous avez des gens qui gagnent peu d'argent, qui n'arrivent pas à avoir de pouvoir d'achat, pour qui les fins de mois commencent le 15 ou le 20 du mois, et qui, comme il y a très peu de cotisations sur un SMIC ou juste au-dessus d'un SMIC, le problème de fond, c'est qu'ils cotisent très peu pour après toucher, évidemment, en soins maladie et en retraite. Donc moi, je crois qu'il faut tout remettre à plat, un grand soir fiscal et social, c'est-à-dire qu'on va baisser les charges sur les hauts salaires, ça motivera la productivité, les meilleurs resteront ici, etc. Et ça fera plus de justice sociale, ça donnera de la croissance et ça donnera de l'emploi pour beaucoup plus de monde. Est-ce que, Monsieur le Ministre, je vais vous poser une question, est-ce que vous seriez pour ce qu'on appelle une année blanche fiscale, qui évidemment coûterait en année 0, en année 1, non mais une année blanche fiscale par rapport les impôts sur les charges salariales, charges patronales, et même sur l'impôt sur le revenu, c'est le seul moyen en fait, quelque part. Si on veut ce grand soir appelé par Philippe David, et si on veut changer les règles du jeu, à un moment donné, il y a pas de phase tampon. Il faut stopper. Si. Comment vous faites ? On va demander au ministre et moi je vous répondrai. Ministre, allez-y. Il n'y a pas besoin d'avoir une année blanche. Je comprends pas l'année blanche. Il n'y a jamais eu d'année blanche d'ailleurs. Donc on a changé des systèmes et on n'a jamais eu d'année blanche. Donc il suffit de modifier tout simplement les prélèvements, terminé. Voilà. Oui, mais quand vous payez vos impôts vous payez pas vos impôts, je dirais en direct. Ce que vous payez l'année précédente. Mais c'est toujours rattrapé après avec le prélèvement à la source. Quand on a fait le prélèvement à la source, on n'a pas eu d'année blanche. Voilà. Donc pour vous, c'est facile. Non. C'est pas si compliqué que ça. Tout est une question de volonté en politique. Je comprends pourquoi Sébastien Ménard est toujours à découvert. Non, mais c'est juste une question de volonté. Vous savez, moi j'en ai plein des mesures en tant que ministre de l'économie. Je vais pas tous les énumérer ce soir. C'est le moment. Vous êtes ministre 2 minutes 30. Alors profitez-en. Allez, 2 minutes 30, on y va. Alors déjà, il faudrait baisser le train de vie de l'État. Ça serait pas mal. Contrôler toutes les dépenses de l'État. Oui. Ok. Déjà, si on contrôle toutes les dépenses de l'État, je vais vous amener des économies et là on va tomber par terre. Oui, très bien. D'accord. Derrière ça, on stoppe toutes les aides abusives ou injustifiées. Oui. Ok. On va récupérer de l'argent. On est d'accord aussi. Vous faites l'unanimité. Sauf qu'on veut pas le faire parce que ça arrange tout le monde. Non mais nous on est d'accord, Monsieur le Ministre. Et la fraude fiscale. Il y en a des paquets d'orientation quand même. C'est vrai que si on va chercher dans les coins, écoutez, même pas que dans les coins. C'est même pas les coins là. Là c'est pas les coins là, c'est la poussière au milieu du salon là.
On est d'accord. La première ministre de minibus est d'accord. Oui. Non mais moi en bon père de famille, je pense qu'il faut qu'on fasse des économies. Question, monsieur le ministre. Il faut avoir de la volonté, il faut avoir les mains libres et ça, je pense que je dirais plus... le ministre de l'économie ne l'a pas aujourd'hui, ne les a pas aujourd'hui les mains libres. Peut-être plus du courage que de voilà. Allez-y, Rudy Mana. Moi j'ai juste une question, monsieur le ministre. Donc si on gagne du pouvoir d'achat en baissant les charges, mais qu'on paye 2,60 € le litre de gasoil, en fait le pouvoir d'achat il va servir à mettre de l'essence. Oui. Donc il faut aller beaucoup plus loin encore. Là on part sur un autre problème. Il faudrait aussi c'est le problème actuel. C'est le problème actuel. Leurs responsabilités et prennent en charge le blocage des prix. Ils sont en mesure de pouvoir le faire, ils ne le font pas. Total le fait en tout cas pour l'essence. Total, ils bloquent rien du tout. Total, ils nous ont fait 400 pluies en Ouganda et on n'a pas de pétrole et on n'a pas de. Non mais faut arrêter. Là, il y a des trucs qui vont pas là. Non mais pour revenir sur le pouvoir d'achat, ça c'est quand même une réalité. C'est pour ça qu'il faut donner plus d'argent sur le bulletin de paye et baisser le coût du travail. Parce que je pense que on a fait tout le contraire depuis des années. Et alors là, je vais utiliser un terme blasphématoire qui a coûté beaucoup de députés il y a quelques années à la droite, un soir de présidentielle. La TVA sociale qu'a fait l'Allemagne. Ah oui, moi je suis pour. Ah d'accord. C'est comme ça que l'Allemagne c'est moins désindustrialisée que nous aussi. J'ai perdu les élections législatives sur la TVA sociale. J'étais premier au premier tour, je suis second au deuxième tour à cause de la TVA sociale. Et donc je ne deviens pas député à cause de ça, monsieur David. Mais c'est une bonne idée. On fait tout à l'envers chez nous. On met des taxes sur les véhicules qui polluent. On s'aperçoit qu'on n'en vend plus et on croit récupérer de l'argent au niveau du malus écologique, mais c'est n'importe quoi. Les gens les achètent plus. Non, les voitures sont non, mais je vous assure que c'est compliqué. À chaque fois, on augmente les choses au lieu de faire du volume. Je sais pas, moi, dans une entreprise, on fait quoi ? Pour avoir du gain, on fait du volume avant d'augmenter et faire très peu de clients. Moi, je propose que monsieur le ministre dépose sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. On cherchait une alternative à Jordan Bardella. Je pense qu'on l'a peut-être trouvé. Voilà, c'est peut-être ça. Et ben voilà, Didier de Berne-sur-Oise, peut-être notre futur président de la République. Et pourquoi pas. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu, monsieur le ministre. À très bientôt. Merci, monsieur le ministre. À très bientôt. Passez une très belle soirée. Et tout de suite, le Qui c'est qui l'a dit. Qui l'a dit ? Vraie Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Qui c'est qui l'a dit ? Tu connais pas ça. À chaque fois qu'un gardien de la Révolution est tué, à chaque fois qu'un ayatollah est tué, j'applaudis. C'est un maire de ville moyenne. Ouais. Pas Robert Ménard ? Si. C'est un maire français, ouais, d'accord. Oui, Robert, maire de Béziers. Non, maire de Béziers, ton casque. Non, mais attendez. Non. Je me concentre. Non, mais comme par hasard. Il y a personne qui me parle. Mais non, qui pouvait savoir que Robert Ménard avait dit ça, franchement. Il a dit ça ce matin. Oui, attention par contre pour le Larsen, merci. Non. Enlève ton micro. Voilà. Maxime, pousse ton micro. Mais là, il n'y a pas Maxime qui me parle. Qui c'est qui l'a dit sur les frappes au Liban ? Ce sont des attaques intolérables qui fragilisent le cessez-le-feu. Emmanuel Macron. Non. Mélenchon ? Non. C'est un ministre. Le Cornu ? Non. Barrot. Oui, bonne réponse, le ministre des Affaires étrangères. Qui c'est qui ? Mais il n'y a personne. Mais attendez. Il entend des voix. Moi, je crois que. Mais j'entends en plus dans le casque. Mais j'entends ma voix. J'entends dans le casque. Tiens, mettez le casque de Sébastien. Ouais, j'entends dans le casque. Voilà. Non. Bah non. Mais si, il y a un casque derrière. Mais non. On change de casque. Bah oui. Mais qui c'est qui ? Allez-y. Non, c'est à vous, c'est à vous. Qui c'est qui l'a dit en mettant des codes à la broyeuse ? Vive la liberté. David Lisnard. Bonne réponse. Ah, là, j'ai même pas pu l'entendre, il m'avait enlevé mon casque. Il avait pas le casque. J'ai coupé le son. Qui c'est ? Non mais c'est dingue. Qui c'est qui l'a dit ? Il faut suspendre l'accord d'association avec Israël. Il faut infliger des sanctions contre le gouvernement de Netanyahou. Ça, c'est Mélenchon, Bompard. Bonne réponse. Bah là, vous lui dites toute Mélenchon. Non, mais attendez. Qui c'est qui l'a dit ? Donald Trump est parti seul dans cette guerre. Emmanuel Macron. Non. C'est un ministre ? Oui. Une ministre. Bréjon. Vautrin. Non. Bonne réponse. Vautrin. Vautrin, où vont les choses ? Il est en train de remonter. Non mais regardez ce que je fais là. Oui. Je lui coupe le son du casque. Qui c'est qui l'a dit ?
Laurent Nunez cède à l'entrisme musulman. Il a oublié de constater Marion que Maréchal Le Pen ce matin sur Sud Radio. Bonne réponse. Il y en a qui écoutent Sud Radio le matin. Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est son assistante qui lui fait tous les verbatims. Il me l'a montré sur son téléphone. Sur les arrêts maladie, c'est devenu un gros problème en France. Il y en a beaucoup, plus de 9 millions par an. Il faut agir. Jean-Pierre Farandou. Absolument. Bonne réponse. Ministre du Travail. Ouais. Mais on te demande pas, toi. Mais non, mais je le savais, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Qui c'est qui l'a dit sur la hausse des prix des carburants? C'est montez vite, il faut que ça baisse vite. Je vais leur demander Bréjon. Non. Je vais leur demander d'être aussi réactifs à la baisse qu'à l'autre. Non. Cantona, non. Si, c'est Sébastien Lecornu. Non. Pas du tout. Non. Bah, il l'a dit ce matin. Mais non, c'est un ministre qui l'a dit en premier. Roland Lescure. Bonne réponse. Alors c'est franchement. Les deux l'ont dit. Non, je vous le dis. J'ai vu la vidéo, il y avait Bréjon et Papin, et c'est Papin qui l'a dit. Et j'ai vu Lescure le dire aussi sur le chat. Je veux un point. J'ai la vidéo. Non, il a pas le point. Préparé par mon assistante, j'ai la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur votre papier? C'est monté vite, il faut que ça baisse vite. Qui a dit ça? Roland Lescure. Donc le point, il est pour moi. Ah non, mais j'ai la vidéo, je vous l'envoie. Il est pour vous. Qui c'est qui son assistante travaille pour moi, en fait. C'est une question de culture. Votre assistante n'a rien pu préparer. Il y en a deux. C'est la dernière. Qui c'est qui l'a dit? On n'a pas besoin de parler de sa vie privée pour faire une carrière. C'est un immense acteur qui fêterait ses 93 ans aujourd'hui. C'est pas Alain Delon? Non. Belmondo. Bonne réponse. Il aurait 93 ans. Vous en voulez une dernière? 93 ans, vous êtes sûr? On n'a pas le temps. Bon, on n'a pas le temps. C'est Eric Revel qui a gagné. Non. Bravo. Et ils sont où les Marseillais? Là. Allez les amis, dans un instant la question du soir. Ça une déculottée. Une remontada. Merci. Les deux, on peut dire les deux. Et sans tricher. Non, sans tricher. Après, il est à la retraite, il a le temps. Sans casque. Non, casque surtout. Pas du tout à la retraite. Travaille comme un malade. C'est vrai. Beaucoup plus que vous. Ah mince. Allez, dans un Je paye instant. beaucoup d'impôts. Suite à sa garde à vue, Rima Hassan porte plainte après les fuites dans la presse avec cette question du soir. Faut-il supprimer le secret de l'instruction? Et pour le moment, vous dites oui à 88%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Vous pouvez voter sur Instagram. Voilà, on en débat dans quelques instants. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Cécile de Ménibus. Et autour de cette table, chers amis, les vraies voix jusqu'à 19h. Rudy Mana qui est avec nous, porte-parole du syndicat Police UNSA. Exactement. Merci. Et notre ami Eric Revel, bien entendu, avec son livre. Vainqueur du. Du qui c'est qui l'a dit. Répétez-le. Vainqueur. Et bien en avance sur. On peut avoir le score si on l'a pas eu. Non, c'est pas vrai. 5-4. Non, mais attendez, j'ai 4 points quand même. Oui, mais il en a 5. Ouais, mais d'accord, mais enfin, sans pense-bête, sans assistante, sans Maxime, c'est pas mal quand même, vous devriez m'applaudir. Oui, ouais. Mais je constate que c'est sur une question de culture générale qui vous a dépassé. Oui, non, il a rebondi, vous avez dit monstre sacré du cinéma, j'ai dit Delon, il dit Belmondo, il l'emporte. Ça, c'est la force de Sébastien Ménard, alors qu'on le prend la main dans le pot de confiture. Et en fait, c'est de notre faute. Lui, c'est pas dans la course. D'ailleurs, je signale que vous avez un policier en face de vous, et comme vous êtes un truand tricheur, les menottes. Policier marseillais. C'est pour vous. Policier marseillais. C'est pour vous les menottes, hein. Voilà, c'est ça. Il avait peut-être aimé. Sébastien Ménard est avec nous, Rudy Mana et Eric Revel. Et tout de suite, chers amis, suite à sa garde à vue, Rima Hassan porte plainte donc après les fuites dans la presse avec cette question du jour. Faut-il supprimer le secret de l'instruction? Eh bien, pour le moment, vous dites oui à 82%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. L'occasion de débattre avec nous, c'est la question du soir. C'est au plus haut niveau de l'État, par la voix du porte-parole de votre ministère, M. Darmanin, qu'une campagne de calomnie politique contre la première force d'opposition du pays a été planifiée, organisée et orchestrée de manière convenue. Alors la suite à présent de l'affaire Rima Hassan. Sur la base de révélations du Canard enchaîné, Rima Hassan accuse le porte-parole du ministère de la Justice d'être à l'origine de fuites auprès de journalistes. Aujourd'hui, vous avez une responsabilité politique. Nous demandons la démission du porte-parole de votre ministère et des explications claires sur les violations du secret de l'instruction. Alors Sacha Strauss-Kahn conteste les informations du Canard enchaîné. Il parle d'allégations mensongères et porte plainte lui aussi pour diffamation, ainsi que pour les injures antisémites qu'il reçoit sur les réseaux sociaux depuis la publication de l'article. Encore un putain de juif. C'est ce qu'il faut penser et penser correct, c'est abject. Entrisme sioniste, Sacha Strauss-Kahn, vérifiez bien ses liens avec l'entité nazi-sioniste. Encore un suppôt d'Israël, ce n'est plus possible. Il faut les dégager de nos institutions. Les
Les vraies voix Sud Radio. Éric Revel, quand vous entendez ça, vous nous l'avez dit au début, non, il ne faut pas soulever, en tout cas lever ou supprimer le secret de l'instruction. Et pourtant, à quoi sert-il aujourd'hui ? Écoutez, je disais tout à l'heure, non, ça me semble essentiel. Si vous supprimez le secret de l'enquête et de l'instruction, en fait, c'est le terme complet. En fait, alors là, c'est plus des fuites qui peuvent être organisées pour des raisons politiques auxquelles vous allez avoir affaire. C'est par définition, avant même que la personne soit jugée, la présomption d'innocence sera piétinée totalement, parce que là, vous aurez l'ensemble du dossier qui sortira s'il n'y a plus de secret de l'enquête et de l'instruction. Bon, maintenant, je faisais remarquer une chose tout à l'heure. LFI est pris d'une émotion soudaine à l'idée qu'une fuite aurait pu être organisée par le porte-parole du ministère de la Justice concernant la drogue qu'on aurait retrouvée dans le sac de Madame Hassan. Ça a été classé sans suite. Voilà. Et le fait qu'elle sera au mois de juillet, le 7 juillet aussi. Ah, le 7 juillet. C'est comme Marine Le Pen. Voilà, qu'elle saura si elle est poursuivie ou pas pour apologie du terrorisme. Donc on peut comprendre l'émotion de l'extrême gauche. Mais est-ce que j'entends la gauche quand Le Monde, journal de centre-gauche qui est de plus en plus rouge, piétine le secret de l'enquête et de l'instruction en laissant fuiter dans ses papiers, avec des signatures de journalistes renommés sur la place de Paris. Là, j'entends personne condamner les fuites du secret de l'enquête et de l'instruction. Donc en réalité, oui, bien le biais idéologique, c'est qu'il vaut mieux être de gauche, comme dirait Fabrice Lucchini, qu'être de droite. Mais le problème, c'est que j'ai pas les moyens d'être de gauche pour plaire à ces gens-là. Alors il n'y a pas que Fabrice Lucchini non, mais qui l'a dit. Vous n'existez pas, vous ne faites pas de cinéma, Sébastien Ménard, arrêtez. Si, il en fait beaucoup, mais dans sa chambre. Non, mais est-ce qu'on part maintenant à Fabrice Lucchini ? Non, mais Sébastien Ménard, vous avez perdu au Kikini. Quand on a des références, on les honore. Et ce qui est mon cas. Vous honorez ce que vous voulez. Exactement. Non, j'ai vérifié parce que tout à l'heure, dans les petites phrases d'Apning, j'ai dit que je voulais savoir si c'était un principe constitutionnel. Alors en fait, c'est pas un principe constitutionnel, c'est ce qu'on appelle un principe fondamental du droit pénal français. Voilà. Donc principe fondamental. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement simple. Pourquoi il faut maintenir le secret de l'instruction ? Protéger l'efficacité de l'enquête. C'est pas monsieur le policier qui va me contredire. Sinon, le suspect ou celui qui est qualifié comme suspect, il peut faire détruire des pièces, etc. Si tout est public, des gens qui sont à l'extérieur peuvent l'aider, etc. Donc la première chose, c'est protéger la justice. Laisser la justice travailler. Deuxième point, c'est protéger les personnes mises en cause. À un moment donné, c'est ce que disait Éric Revel. Pour l'instant, vous faites que répéter ce que j'ai dit, mais c'est bien, hein, vous le dites différemment. Mais en lisant sur ChatGPT. Voilà. Merci, monsieur le policier. J'ai un peu l'impression. Remettez vos lunettes. En lisant sur ChatGPT, je peux vous dire des choses. Parce que si vous rédigez les PV de la même manière, on va pas sortir ça. Non, parlez pas de PV, vous. J'en ai pris un. Non, parlez pas de PV. Je m'en suis permis. Et ce qui est aussi évidemment important, voilà, il n'y a pas de sous-justiciable, il n'y a pas de sur-justiciable. Donc en fait, il faut protéger la justice, protéger celles et ceux qui quelque part font leur métier, et puis protéger, tout le monde est présumé innocent avant d'être déclaré coupable. Et on a beau ne pas apprécier Rima Hassan, ce qui est mon cas, moi je trouvais particulièrement incongru le fait qu'effectivement, c'est-à-dire que je pense elle a même été mise au courant après les gens qui dans la presse étaient déjà en train de tweeter, étaient déjà en train de l'attendre, etc. à l'extérieur. Tout ça, c'est pas normal pour Rima Hassan, comme pour Nicolas Sarkozy, comme pour Éric Revel, comme pour tout le monde. Donc en plus long, en moins clair, et en plus synthétique, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Mais en mieux. On va demander quand même à quelqu'un qui est largement concerné. Rudy Mana. En fait, c'est un délit, déjà. La violation du secret de l'enquête, c'est un délit. Les seuls qui peuvent communiquer sur une enquête, ce sont les magistrats. Le procureur. C'est le procureur qui peut communiquer là-dessus. Qui fait fuiter ? Mais en fait, qui fait fuiter ? Mais c'est tout le monde. En fait, il faut pas croire. Et c'est la police, c'est la justice, c'est les politiques. Tout le monde fait fuiter. En l'occurrence, c'est pas les politiques. Les politiques, ils sont pas. Mais évidemment, ils sont pas dans le bureau du juge d'instruction. Non, mais vous croyez que quand vous êtes au ministère de la Justice ou au ministère de l'Intérieur, vous n'avez pas des fuites non plus ? Non, mais le juge d'instruction, quand il auditionne Rima Hassan, il est pas en train de parler à Darmanin ou à qui que ce soit. Mais vous oubliez aussi qu'il y a des avocats qui font fuiter. Ah oui, bien sûr. Alors c'est peut-être pas écrit sur ChatGPT, mais je vous le dis. Il y a des avocats qui font fuiter. Des avocats de gauche. La difficulté, c'est que ça sort chez les journalistes. Et les journalistes, vous savez qu'il y a un principe fondamental.
Mais c'est la protection des sources. Donc en fait, ils sont entendus sur des enquêtes. Il y a des enquêtes qui sont menées. Non, mais il y a des journalistes qui sont entendus. Je suis pas l'avocat de la France Insoumise, mais là le truc est en direct. Mais je suis d'accord. En direct. Non mais il n'y a pas de journaliste dans le bureau du. Je suis d'accord sur le principe. Vous avez raison sur une chose, c'est que effectivement, si vous commencez à lever ce principe-là, ça va être la porte ouverte à n'importe quoi. La porte ouverte à toutes les manigances politiques et tout va être utilisé. Donc clairement, c'est pas une bonne idée. Aujourd'hui, il faut le. Non, mais très sincèrement, oui. Mais ça continuera parce que vous n'avez pas tout compris. À force de lire ChatGPT, vous comprenez pas ce que je vous dis. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que oui, effectivement, il faut le préserver, mais. Effectivement, ça sort de partout. Ça sort partout. Rudy Mana, est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? C'est compliqué. C'est possible. J'en espère que c'est possible. Bien, parce que je vous assure que, parfois Cécile, et je vous assure que c'est vrai, quand vous avez des enquêtes de stupes, des grosses enquêtes de stupes, par exemple sur la DZ Mafia, quand il y a des infos qui sortent à la presse, je vous assure, quand vous êtes un flic, ça vous fait vraiment chier, quoi. Parce que vous êtes parfois sur des surveillances de mecs, ils sortent des infos parce que les journalistes, et on a eu des journalistes, notamment parisiens, qui ont des infos probablement dans le microcosme parisien également, et vous êtes là, vous faites le con à attendre pendant 1 mois, 2 mois, surveiller des mecs, et l'info le sort dans la presse. Mais vous avez tout qui est par terre. Donc, moi je vous assure, quand vous êtes flic, c'est abominable, surtout sur des enquêtes de haute criminalité, de la haute sphère. Alors c'est sûr que si c'est un vol de sac à main, bon, c'est pas pareil. Mais sur une enquête sur des mafias de stupéfiants, je vous assure. Sur des semaines et des semaines d'enquête. Mais exactement, et ça peut tout foutre en l'air. Ouais. Ah non, mais alors. Moi, j'aimerais quand même remettre le clocher au milieu du village. Désolé de me répéter. C'était tout à l'heure. Oui, non, mais là, j'y reviens parce que je peux pas faire autrement. Parce que ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête un peu d'être dans le monde des bisounours. Parce que parfois, les fuites, elles sont organisées par les gens qui ont envie que ça fuite. Je peux vous prendre un exemple. Quand il y a eu l'affaire Urba, il y a 30 ans, vous vous rappelez tous, le financement du Parti Socialiste, qui a annoncé la future mise en examen d'Henri Emmanuelli. Les cadres du Parti Socialiste, en jouant l'air de vierge effarouchée. Attendez. L'affaire Urbain. Attendez, en disant la mise en examen par voie de presse, c'est nouveau. Évidemment, c'est eux qui avaient tout balancé à la presse. Alors désolé, mais les airs de vierge effarouchés des politiques dans ce domaine, franchement, comme disait Raymond Barre, je me gausse. Ça, c'est le premier point. Mais alors, le secret de l'instruction, c'est devenu une affaire à géométrie variable. Rappelez-vous François Fillon. Il n'y avait aucun secret de l'instruction de la part du... Et puis là, c'était pas un parquet obscur quelque part en France. Non, c'était le parquet national financier. Tout était feuilletonné chaque mercredi par le Canard enchaîné. Est-ce que là, les mêmes ont crié au scandale au non-respect du secret de l'instruction? Parce que je sache, j'ai pas vu de remarques de Mélenchon et des Mélenchonistes à l'époque prenant des airs de vierge effarouchés. Ce qui est vrai, comme je l'ai dit, ce qui est vrai pour Rima Hassan est vrai pour Nicolas Sarkozy, pour François Fillon, pour n'importe qui. Je suis désolé, c'est pas parce que en plus, comme l'a dit Rudy, c'est un délit. Donc c'est interdit, c'est une infraction pénale. Donc à un moment donné, on peut pas dire qu'on va légaliser ce truc-là, on va normaliser cette pratique. C'est pas légaliser, c'est le supprimer. Mais c'est pas bien. Et ce n'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas juste. Mais c'est un secret de polichinelle. Mais il faut que les uns et les autres fassent leur boulot dans de bonnes conditions et qu'à un moment donné il y a des choses qui sont interdites. Au feu orange vous ralentissez, au feu rouge vous vous arrêtez. Le secret de l'instruction, que ça soit le greffier, que ça soit les avocats, personne ne doit entraver le secret de l'instruction. Mais je vais vous dire une chose, alors je vais peut-être choquer, mais alors franchement, parfois quand le secret de l'instruction saute, ça peut être un mérite, c'est que des affaires qui auraient été étouffées, qui auraient subi un enterrement de première classe sont sorties. Et ça, c'est peut-être pas inutile non plus. C'est moins vrai que ce que aujourd'hui Montre du Doigt dénonce à juste titre. Et je ne suis pas leur avocat. La France Insoumise, on a juste le sentiment que c'est une cabale politique. Et ça sert la France Insoumise. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de servir la soupe à la France Insoumise. En tout cas, il y a bien des affaires qui sont sorties régulièrement à des moments clés. Pardon. Mais ce n'est pas normal. Mais là, en fait, l'idée, on voit bien le petit jeu, c'est que vous avez aujourd'hui la France Insoumise qui a besoin quelque part de se réassurer et qui quelque part a gagné en partie dans les quartiers populaires les élections municipales. Donc on crée une controverse autour d'une figure tutélaire extrêmement médiatique, extrêmement populaire dans les quartiers, Rima Hassan, qui est extrêmement populaire, extrêmement médiatique dans les quartiers. Et cette controverse, en fait, qui
je ne sais pas d'où elle vient, mais en tout cas, elle trouve quelque part ses racines dans la violation du secret de l'instruction. Et là, vous allez avoir la France insoumise qui va sortir renforcée, parce que quelque part, ils sont victimes. Oui, mais la réalité, c'est que quand vous avez des magistrats de gauche qui filent des infos à des journaux de gauche, tout le monde trouve ça génial. L'enquête. Ce sont des journalistes d'enquête. Vous avez raison, Rick Revel. Bon, voilà. C'est dans les deux cas. Mais en revanche, vous me dites, l'extrême gauche va sortir renforcée parce qu'une partie des médias de gauche considère qu'il y a eu violation du secret de l'instruction. Oui. Mais les mêmes médias de gauche, quand ça touche les hommes politiques de droite, vous voyez quand on est en même temps que moi, qu'on a donné à ces journalistes de gauche à manger grâce à des magistrats de gauche, alors là, tout le monde dit alléluia. Qu'est-ce qu'ils sont forts en enquête. La vérité, elle est toujours au milieu. Non, elle est toujours au milieu. Il n'y a pas de poids, il n'y a pas de le poids de mesure. macronisme nous a amené dans le mur. Mais c'est pas le macronisme là. C'est le bon sens. C'est le bon sens, la justesse, la justice, le respect de l'état de droit. C'est ça. Mais c'est pour ça que je vous dis quelque chose. C'est pour ça que je vous dis que c'est dépassé, parce que c'est un secret de polichinelle. Un secret de polichinelle qui est violé. Comme le cannabis, alors à ce moment-là, faut tout légaliser parce qu'il y en a partout. Eh ben non. Je vous ai trouvé parfois beaucoup plus conservateur et beaucoup plus protecteur de l'état de droit. Permettez-moi de vous dire que ce qui fait la France. Votre comparaison avec le cannabis, je la trouve vraiment fumeuse. Et pourquoi pas avec et avec les carambars, vous n'avez pas une petite métaphore à nous faire? Bon, on va y aller. De toute façon, vous n'aurez pas gain de cause, visiblement. Vos chaussettes solitaires viennent d'arriver. Je me disais, il y a une drôle d'odeur. Je me signale que la livraison, c'est 3 chaussettes, mais que la dernière, vous l'avez encore au pied. Ah, en plus, vous lui avez filé du fric. C'était moi qui les vendais. Allez les amis, dans un instant, la petite phrase du jour, ce sera Daniel Simonet, député du 20e arrondissement de Paris et nouveau Front Populaire. C'était ce matin, La Vérité en face à retrouver tous les lundis, du lundi au vendredi entre 9h et 10h avec Jean-François Aquili, et ce sera dans un instant. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. 20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec autour de cette table Rudy Mana, Sébastien Ménard, Éric Revel, Philippe David. C'est la petite phrase du jour. C'était donc ce matin dans La Vérité en face à retrouver, je le rappelle, tous les du lundi au vendredi entre 9h et 10h avec Jean-François Aquili. Et c'est Daniel Simonet, député du 20e arrondissement de Paris. Les vraies voix Sud Radio. Finalement, on a une loi qui, finalement, ne va pas protéger les citoyens juifs, mais qui va tout simplement protéger l'État d'Israël pour empêcher de critiquer la politique du gouvernement d'extrême droite d'Israël. Éric Revel. Non mais attendez, là on parle de quoi? On parle de la loi, qui monopolise 400 000, 500 000... plus de 400 000 signatures 400 000 en sa défaveur, mais aussi une pétition en sa faveur, il y en a deux. Ouais. Je comprends pas tellement l'argument de Madame Simonet. Je comprends pas. Elle nous dit que ça protège. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, elle dit ça. On peut le réécouter parce que je trouve. Ce texte ne protège pas les Juifs, il protège l'État d'Israël. Mais pardon, mais en Israël, il y a des Juifs, me semble-t-il, par définition. Donc, si vous voulez, moi, je trouve toujours ces déclarations très limites. Vous savez, ça me rappelle, je crois que c'était au micro de Jean-François Aquili aussi, le député LFI Antoine Léaumont, qui avait parlé de l'augmentation du SMIC et qui avait dit, évidemment, les Juifs en bénéficieront. Il avait dit... Oui, on est pour l'augmentation du SMIC, mais les Juifs aussi auront droit. Voilà. Bon, si vous voulez... Ce qui n'était pas la remarque la plus fine qu'il ait faite de sa carrière. Non, c'est pas le couteau le plus aiguisé. Donc, en fait, je comprends pas tellement la remarque de Madame Simonet. Après, l'Assemblée nationale décidera si elle vote ou non cette loi. On est bien d'accord. Ah oui. Bon, j'ai vu que le MoDem... Mais qui après partira au Sénat. Après partira au Sénat, il y aura une navette. Mais si vous voulez, vu le contexte dans lequel on est aujourd'hui, je trouve ça très limite, ce genre de déclaration. Voilà, je vous le dis comme je le pense.
Alors, moi, je crois que... Rudy, ouais. Madame Simonet, elle est LFI, je présume. Non, elle n'est plus LFI. Maintenant, elle a rejoint l'Après. L'Après, c'est le parti qui regroupe Clémentine Autain, Alexis Corbière, Raquel Garrido. Ils sont pas chez Ciotti ni Retailleau. Non. Ça nous avait pas échappé. Ouais, donc on est dans la polémique politique. Elle fait encore une fois parler d'elle de cette manière-là. Enfin, on est dans la polémique politique qui intéresse pas trop les Français. D'ailleurs, je crois, franchement, déjà il faut la connaître. Moi, je la connaissais pas. Pardon. J'ai pas la culture d'Éric Revel qui a gagné avec 5 points. Et merci de le redire. Mais par contre, voilà, on est juste dans la polémique politique. Ils cherchent que ça. Ils cherchent le chaos. Ils cherchent la polémique. Ils cherchent le buzz. Bon, mais voilà quoi. Alors moi, je n'aime pas trop les lois qui restreignent la liberté d'expression. Alors je suis pro-Israël, ça s'est entendu certainement à ce micro, mais moi j'estime qu'on a le droit de critiquer X ou Y pays. Le problème sur la critique d'Israël, c'est que certains se servent de l'antisionisme comme faux-nez de l'antisémitisme, et ça c'est absolument incontestable. Cependant, est-ce que cette loi va avoir une efficacité ? Parce que la France est quand même le pays qui pond le record de lois. Ça, vous avez raison, c'est une question centrale. Regardez quand même le nombre de plaintes pour antisémitisme contre des élus LFI qui ont été classés sans suite. Si c'est pour faire une loi et que la justice classe sans suite, je sais pas si ça servira à grand chose, mais c'est que mon point de vue. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si aujourd'hui la France insoumise organise une pétition contre cette loi, c'est qu'elle a un problème. Elle a un problème sur la définition de ce qu'est l'antisionisme et, je dirais, l'acceptation de ce que l'État fait pour, quelque part, condamner tous les propos antisémites. Et c'est là où il y a une problématique. C'est-à-dire que si on sent quelque part que cette pétition, elle est téléguidée. Elle est téléguidée parce que LFI a un problème. Elle a un problème à assumer. C'est pas tous les élus LFI, mais vous avez quand même au sein des LFistes des antisémites notoires. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Rudy Mana. Merci beaucoup, Sébastien Ménard. Merci, Hervé Revel, n'importe quoi. Éric Revel. La particularité d'Éric Revel aujourd'hui, c'est quoi, rappelez-le ? C'est qu'il a gagné, qui c'est qui l'a dit. Et sans casque, mais peut-être faudrait-il aller regarder s'il y a pas des messages dans son portable. Il est passé en régie pendant la pause. Moi, je l'ai dit, d'ailleurs, je l'ai dit à Cécile de Minibus. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu de contrôle antidopage. C'est vraiment le mec de fond de la classe. Hein. Oui. Non, moi je suis au premier rang. Il est au premier rang et il dit Madame, je crois qu'il ne mérite pas son bon point là derrière. C'est exactement ça. Je crois qu'il a ouvert son livre. Dis donc, elle est belle la France, monsieur. Allez, dans un instant, Philippe David, François-Louis Bourneau, c'est une antenne totalement libre. Vous pouvez évoquer tous les sujets qu'on vient d'évoquer maintenant, mais plein d'autres aussi. Alors, plein d'autres. On va parler, évidemment, de l'électrification. Comme tous les jeudis, on parle un peu voiture. Est-ce que vous avez envie de passer à l'électrique ? Vous allez le faire. On aura également, puisque Sud Radio est partenaire, Richard de Cabrol qui viendra nous parler du Grand Prix ACF Autotech qui aura lieu mercredi prochain. Et on va parler des impôts, la déclaration en ligne et les aberrations administratives. Je vous en ai raconté une dans le coup de gueule. Vous avez été victime d'aberrations de l'administration. C'était kafkaïen. Venez témoigner. Et le sujet a fait beaucoup réagir hier soir. 1 700 000 élèves de moins. Est-ce qu'il faut baisser le nombre de classes ou le nombre d'élèves par classe ? On attend vos appels. Ou le nombre de profs, bien sûr. Parce qu'on baisse le nombre de classes, on baisse le nombre d'enseignants. Au 0826 300 300. Et on se retrouve pour ma part demain à partir de 17h. Dans un instant, Philippe David, juste après Magali Berda. Et puis, comment mesurer le risque d'un placement ? C'est tout de suite. C'est Thomas Binet qui vous l'explique dans les